Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons avec Pierre, notamment pour notre webinaire de FG Learning du mois. FG Learning, je fais juste un aparté, c'est quoi, c'est qui, pour ceux qui nous découvrent. On existe depuis 12 ans. Et donc, c'est un organisme de développement des compétences qui crée des dispositifs, ça va du conseil, de l'audit, de la formation, l'accompagnement, qui sont adaptés vraiment aux problématiques et personnalisés aux problématiques de nos clients, et ce sur des sujets stratégiques qui vont des soft skills, la transformation des organisations, le management, et donc ça fait référence notamment au webinaire du jour, et donc ça va jusqu'à l'ingénierie pédagogique, la performance commerciale. Bon, voilà, vous aurez compris, on organise donc ces webinaires tous les mois. Vraiment, l'idée, c'est de vous partager nos méthodes, nos pratiques, nos formations, et ce sur des formats variés. Vous verrez, hein, là, on parle de webinaire, mais ça va même au-delà. Surtout, on veut favoriser aussi, n'hésitez pas à rouvrir vos micros quand vous avez des questions. L'idée, c'est aussi de le rendre au-delà théorique, pratique, c'est le rendre interactif. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, il nous paraissait important de revenir sur les fondamentaux, de rappeler les essentiels. Hein, j'insiste sur les sens, hein, vous aurez compris le double sens, les essentiels du management. Et c'était aussi l'occasion de faire une synthèse d'une série qu'on a lancée de 10 podcasts sur les essentiels du management, ça depuis janvier. Donc on vous partagera pas d'inquiétude, hein, les liens si vous souhaitez en savoir plus épisode par épisode. Mais pour en revenir à nos moutons, les essentiels du management, si on recontextualise un peu. Et un petit flashback du premier confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a été imposé un temps de pause, un temps d'arrêt, et ce qui nous a permis aussi de prendre du recul, de même détailler, mettre en place un certain nombre de principes sur l'essentiel du management, et dans quoi? Dans un monde incertain. Mais aujourd'hui, on comprend bien qu'il faut vivre, travailler et manager autrement. Et ça, paradoxalement, ça pose une multitude de questions du type comment on peut retrouver un contact de qualité, comment réussir à traiter en collectif des situations complexes, comment améliorer les résultats, augmenter les solutions innovantes. Voilà, et comme dirait Pierre, pour y répondre, c'est aussi toute une histoire de cœur, de cerveau, d'attitude et de comportement. Alors Pierre nous accompagne depuis 10 ans sur ces sujets-là, et il accompagne notamment le métier de manager et ses équipes. Et donc on reviendra dessus plus en détail sur certains accompagnements, réalisations. Pierre, est-ce que tu peux te présenter? Parce que je sais que tu es déjà de formation économiste. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour la faire rapide, je suis de formation économique. L'économie, c'est comment optimiser des résultats avec des ressources rares. Rapidement, j'ai découvert, en étant de manière opérationnelle dans des fonctions managériales, d'abord ça fait 40 ans que je travaille, donc il y a une histoire, d'abord chez IBM, puis à Auchan, etc. J'ai eu la vice-présidence de la France d'un grand groupe industriel allemand pendant une dizaine d'années. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'était souvent une affaire, et quasiment toujours, je dis souvent, mais c'est plus que ça, c'est toujours une affaire de personnes. Et donc, au-delà de l'économie, c'est aussi beaucoup la sociologie, la manière dont les gens travaillent en groupe au sein des organisations qui a inspiré mes réflexions. Donc voilà un peu mes caractéristiques. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes arrivent à atteindre les objectifs et à concourir aux résultats attendus. Et tu vas nous parler aujourd'hui spécifiquement du management pédagogique. Alors c'est encore un concept, on va se dire un concept de plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement, comment tu le fais vivre? Oui, alors quand on parle de management pédagogique, certes c'est un concept, je sais bien qu'en entreprise on n'arrête pas de me dire oui mais il faut que ce soit concret, pragmatique, mais précisément qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Bon, on va définir les termes. Le management, bon, il y a la définition anglo-saxonne que tout le monde connaît, to manage, to handle, to achieve, pour prendre des synonymes. To manage a project, réussir un projet.
Et puis, il y a aussi cette définition qu'il faut se rappeler, qu'il ne faut pas oublier, latine, manus agere, le paysan qui très tôt le matin se lève, prend la terre dans ses mains, la touche et la sent, la goûte peut-être, la regarde probablement, pour prendre la décision de semer ou de labourer. Donc le management renverrait à quelque chose qui relèverait plutôt de l'irrationnel, de l'intuition, de l'expérience, de la sensibilité, donc des sens, bien entendu, pour prendre des décisions et bien sûr réussir dans ces décisions. Pédagogique, ça renvoie au grec pédagogos, le pédagogue, qui est l'esclave qui va prendre l'enfant par la main pour le mettre sur le chemin de l'école. C'est aussi pour ça qu'on parle de pédiatre, l'enfant, de pédestre, le sentier pédestre, de pédicure, le pied. Et donc, le pédagogique, c'est de prendre les gens là où ils sont et les emmener quelque part, d'être au service de ce progrès. Car aujourd'hui, ce qui est important pour nous adapter, c'est de développer notre capacité à apprendre plus et de plus en plus vite. C'est ça l'enjeu. Et pour apprendre plus et de plus en plus vite, ben, on doit se poser des questions pédagogiques. Et qui doit se poser des questions pédagogiques? Le manager. Voilà pourquoi on parle de management pédagogique. Alors, toute la question est, par ce management pédagogique, dans un monde qui bouge, de savoir comment s'adapter. Alors déjà, la question n'est pas de savoir s'il faut s'adapter, ça va de soi. La question n'est pas de savoir si on peut s'adapter. Ce que je vais vous dire, c'est que quand on regarde le fonctionnement des individus et des individus en groupe, notre ADN est l'adaptation. L'enfant, le petit bébé qui vient au monde, il est mouillé dans ses couches, il a faim, eh bien, il va pleurer et il va alerter son entourage, son père et sa mère, pour qu'on vienne le changer ou qu'on vienne lui donner à manger. Il est dans son lit, il n'est pas bien, il est mal, il a un peu de fièvre. Eh bien, il va manifester des attitudes et des comportements, ses expressions, et à partir de ce moment-là, on voit bien que nous avons en ressources en nous, dès les premiers jours de notre naissance, des capacités à éveiller, à réveiller notre environnement, à l'attirer pour obtenir des réponses aux questions auxquelles on se pose. Vous avez froid, vous êtes dehors, vous mettez un pull. Je veux dire, il n'y a pas de question intellectuelle, vous savez mettre un pull. Et il n'y aura pas grande formation à faire pour expliquer à quelqu'un comment mettre un pull. Puis vous avez chaud, ben vous enlevez le pull. Donc, nous savons nous adapter. Faites confiance à la nature humaine depuis que l'être humain existe. Dans notre cerveau, on a l'archicortex ou le cerveau reptilien, il est là depuis 200 millions d'années. Plus tard est arrivé le paléocortex ou le cerveau limbique, le siège des émotions, il y a 100 millions d'années. Le néocortex qui contient l'intelligence proprement dite, il y a 100 000 ans. Donc, vous inquiétez pas, la machine à s'adapter, elle est là. Toute la question, c'est de savoir comment s'adapter. Et pour s'adapter, eh bien, on a un problème. Pour s'adapter, on a un problème, c'est qu'il faut avoir une bonne lecture de l'environnement. Si vous ne savez pas qu'il fait froid, ben vous ne mettrez pas de pull. Donc toute la question, c'est comment est-ce que je peux repérer, à un moment donné, que je dois aller dans tel ou tel sens. Et donc, le manager va devenir un donneur de sens. Comme le manager va devenir un donneur de sens, eh bien, il va permettre d'indiquer au cerveau, qui est un filtre à sens. Je rappelle, le cerveau, c'est une base de données qui va traiter les informations, mais encore faut-il que les informations soient perçues. Et elles sont perçues par nos sens, visuels, auditifs, etc. Eh bien, lorsque vous arrivez sur un rond-point et que vous ne savez pas où aller, eh bien, il va se passer plusieurs attitudes qui ne vont pas être très efficaces. La première, vous rentrez dans le rond-point et vous tournez en rond. Je crois que c'est un sketch de Raymond DeVos où on disait que certains tournent encore. Vous avez des gens, il y a un rond-point, il y a des tas de directions, je ne sais pas où aller, ben je fais demi-tour, je ne rentre pas dans le rond-point, surtout pas. Vous avez une troisième attitude, c'est les gens qui rentrent dans le rond-point et ils vont rentrer de par là où ils sont, ils vont sortir, pardon, de par là où ils sont rentrés parce qu'ils ne savent pas où aller. Ou alors ils vont aller n'importe où, vont prendre n'importe quelle première direction, ou alors ils vont prendre des chemins de traverse. Ou alors ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter tant qu'on ne leur donne pas d'indication. Autrement dit, donner un objectif, donner un challenge, donner un enjeu, donner un défi, donner un but, donner une finalité, donner du sens, c'est donner des repères, c'est donner un axe.
Et je rappelle, le cerveau est un filtre à sens. Si les informations n'ont pas de sens, eh bien, le cerveau, il s'arrête, il rejette, il attend de l'information. Eh bien, le manager, mais le manager, c'est le parent dès les premiers jours de la naissance. Le parent est un manager, l'enseignant à l'école est un manager, le professeur à l'université est un manager. Eh bien, en entreprise, le manager est un donneur de sens, d'indications, d'objectifs, de repères, pour en faire des challenges, des enjeux, des défis, pour donner aux gens envie d'y aller. Du motif à l'action, et du motif à l'action, vous avez la définition de la motivation. Voilà, donc manager, donneur de sens, et là, question qui se pose, comment on fait pour donner du sens? Eh bien, l'outil majeur, quand je dis majeur, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs l'outil exclusif, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. C'est bien ça, Élodie, c'est bien cette image-là. Ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, eh bien, si on y regarde de près, c'est une vraie belle caverne d'Ali Baba. C'est un lieu magique dans lequel il y a des tas de choses pour bousculer les montagnes et pour rendre possible l'impossible. Notre cerveau, c'est une machine à questions, et si on rentre avec cette intelligence, si on rentre dans la résolution des problèmes, eh bien, nous allons en sortir des réponses. Chaque personne qui vient au monde avec cette caverne d'Ali Baba au-dessus de la tête, et toute la question, c'est de savoir y rentrer et de pouvoir y trouver toutes les ressources. La nature est bien faite, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser cette caverne d'Ali Baba n'importe comment, il faut la respecter, elle-même a besoin d'être respectée, vous avez besoin d'un sésame pour y rentrer, hein, du code, et si vous n'avez pas le code, eh bien vous ne pouvez pas l'utiliser, on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre, et on ne peut pas demander à quelqu'un d'être intelligent. On ne peut pas lui demander de solliciter son intelligence, il faut que ça vienne de lui. Et là, c'est toute la question du manager, c'est comment, à partir du moment où on est certain que tout le monde est intelligent, ou tout le monde peut le devenir, eh bien, c'est de donner les moyens de créer un environnement apprenant, c'est pour ça qu'on parle d'un management pédagogique, de créer un environnement apprenant dans lequel les collaborateurs vont trouver leur possibilité d'entrer et de pénétrer à l'intérieur de cette intelligence. Alors, comment y arriver? Eh bien, il y a quelques outils. Pour le dire rapidement, eh bien, au départ, l'enfant qui vient au monde, c'est un être d'expression. C'est notre premier outil pour extérioriser nos pressions, nos tensions. La bouche est une bouche d'aération. Je rappellerai que l'oral n'est pas un sens. Quand on parlait tout à l'heure du cerveau filtre à sens, nous avons 5 sens, dedans il n'y a pas l'oral. L'oral, notre bouche, est une bouche qui permet d'extérioriser les pressions. C'est un régulateur de tension. Et ce qui est important, ce n'est pas d'aller dire à l'enfant, par exemple, de ranger sa chambre, parce que ça vous fait du bien, parce que si vous lui dites, c'est qu'en général, ça vous énerve, vous extériorisez votre pression. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec l'enfant, action commune, qu'est-ce que vous allez faire avec l'enfant, c'est pareil pour les collaborateurs, pour lui donner envie de ranger sa chambre. Et tout ça, c'est une histoire de relation, parce que la communication, s'il s'agit d'actes, vous pouvez taper sur l'enfant, pareil que ce n'est pas une bonne idée, hein, et ça ne va pas développer de bonnes relations. Ou alors, on peut le faire autrement, je veux dire par là que la communication n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Il y a des mauvaises communications, eh bien la bonne communication, c'est celle qui engendre de bonnes relations, qui a, et on va commencer à rentrer dans la magie de l'intelligence, qui a cette magie de développer par la qualité relationnelle une fréquence qui est porteuse d'une énergie qui s'appelle l'émotion. L'émotion est une énergie. C'est une énergie qui va générer le mouvement, MO, qui est d'origine latine, movere, le mouvement en latin, pour mettre en route le moteur ou le motif à l'action. Et à partir du moment où vous avez cette énergie, l'émotion, qui est au cerveau ce que le carburant est à la voiture, eh bien vous avez 4 clés. Vous avez l'expression, la communication, la bonne relation et la bonne émotion. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on parle au-delà de la qualité émotionnelle, on parle de quotient émotionnel. Eh bien, vous avez les éléments qui vont permettre de rentrer dans l'intelligence, et vous avez le sésame qui permet de rentrer dans la caverne d'Ali Baba, avec laquelle vous allez développer les apprentissages, parce qu'on n'apprend pas avec son genou, avec son petit doigt, on apprend avec son cerveau, et c'est parce qu'on apprend qu'on va développer des compétences, et c'est parce qu'on va développer des compétences qu'on va agir sur les attitudes et les comportements qui nous permettent de coller à la réalité du monde, de répondre aux besoins du monde ou d'agir sur les besoins du monde. Voilà les outils qui sont les nôtres.
Quand tu Et parles donc, pardon, oui, Élodie? Oui, et donc quand tu parles d'outils, on est vraiment dans les attitudes et comportements, en fait, de ce que j'entends. Ben, moi, ce que je crois de ma petite lucarne, c'est que si on veut être efficace dans ce que nous avons à apporter à l'environnement pour y contribuer, euh, eh bien, les outils, ce sont les outils avec lesquels nous venons tous au monde, qui sont là, l'expression, la communication, la relation, l'intelligence, l'apprentissage, le développement des compétences. Et comme ce sont les mêmes outils, ça veut dire que ce sont des outils communautaires. Nous pouvons mettre les personnes ensemble et à partir de cette intelligence individuelle, générer de l'intelligence collective. Pour la petite histoire, quand même, on sait que l'intelligence individuelle va nous permettre de résoudre des problèmes compliqués. Et si on passe sur des problèmes un peu plus sophistiqués, on va parler de problèmes complexes, eh bien l'intelligence individuelle ne suffit plus, elle nécessite de croiser des perceptions, c'est l'intelligence collective. Et en fait, c'est parce que l'on va mobiliser des outils communautaires, c'est-à-dire communs à chacun de nous, que nous allons pouvoir être plus forts ensemble pour apporter des réponses, innover, créer, inventer, etc. D'accord. Merci Pierre. Alors moi j'ai des questions, parce que tu me parlais de mobiliser. Oui, Mobiliser l'intelligence collective. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et du coup, comment fait-on? ben, en fait, c'est une grande question. C'est-à-dire que nous avons tous l'intelligence en nous, première chose. Deuxième chose, elle est communautaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme des pièces de puzzle, brancher les intelligences parce qu'elles sont conçues sur les mêmes principes. Et donc, je crois qu'il faut revenir au basique de ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire donner du sens. Tant que l'enfant ne comprend pas l'intérêt, l'utilité du polynôme du troisième degré ou des équations différentielles en maths à l'école, l'enfant va avoir du mal à rentrer dedans. Si on lui dit quel est l'intérêt de le faire, ou si on lui dit quels sont les objectifs qu'il n'arrivera pas à atteindre s'il n'intègre pas la compréhension et l'apprentissage de certaines notions, eh bien, il n'ira pas. Donc, ça veut dire que donner du sens, donner de l'intérêt, et surtout, expliquer le fonctionnement de la mécanique à apprendre. J'ai toujours été étonné euh, qu'on n'explique pas comment on apprend. Comment est-ce que nous apprenons? Comment est-ce que le cerveau a besoin d'une organisation apprenante et d'une relation apprenante, au sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, expression, communication, relation, émotion. Donc, comment le cerveau a besoin de ça pour mettre en lien cela. Donc, il faut expliquer l'intérêt, il faut expliquer comment ça marche. Puis, il y a un élément important. Je disais tout à l'heure, en prenant l'image de s'il fait chaud, on met un pull, s'il fait froid, on enlève le pull. La grande question, ça paraît trivial quand je le dis comme ça, mais c'est que encore faut-il avoir une lecture de l'environnement. Si je ne sais pas qu'il fait froid, je risque pas d'aller mettre un pull. Et moi, je m'étonne, en pérégrinant dans les entreprises, c'est souvent la première question que je pose. Alors, pas aux responsables stratégiques de l'entreprise, eux, ils sont bien au fait des défis de l'entreprise. Mais si on descend dans les hiérarchies ou dans les cloisonnements de l'entreprise, eh bien, j'aime bien poser la question de quelle lecture vous avez de votre environnement? Quels sont vos challenges, vos enjeux, vos défis? C'est quoi les grandes mutations du monde? Quels sont, pour le prendre un langage malheureusement guerrier, quels sont les combats qui sont les vôtres aujourd'hui en tant qu'entreprise, sinon vous disparaissez? Et je m'aperçois que souvent, il y a une pédagogie de l'environnement qui n'est pas très présente. On part du principe que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans l'environnement. Eh bien, moi, je ne suis pas certain. Justement, tu parles de développement des compétences pédagogiques. Ça, très bien, mais c'est vrai quand on aborde ce sujet-là, on pense souvent que c'est l'affaire des enseignants, des formateurs, au sein des organismes de formation en entreprise. Est-ce que on, s- enfin, on serait pas trop en train d'en demander trop aux managers qui devraient devenir en plus pédagogues? Alors, c'est vrai qu'on va se poser la question rapidement de l'usure, de la fatigue mentale ou cérébrale du manager,
voire des risques psychosociaux des managers et des dirigeants, parce qu'on parle souvent des risques psychosociaux pour les autres, et du fait qu'on leur en demande beaucoup. Mais justement, moi je pense que c'est le contraire. Le boulot du manager, c'est de faire ce qui est à faire par ceux qui ont à le faire. C'est d'être comme un chef d'orchestre. On n'imagine pas qu'un chef d'orchestre joue des instruments, qu'il joue des cordes, qu'il joue du vent, qu'il joue des instruments à percussion. Il va, à un moment donné, faire ce qui est à faire, et comme il va faire ce qui est à faire, il est disponible pour faire ce qui est à faire. Je suis souvent très étonné de managers qui mélangent des missions d'ordre opérationnel, tactique et stratégique. Ce qui est important, c'est de pouvoir développer l'autonomie par un management pédagogique. Comme je développe l'autonomie, je peux développer des délégations. Comme je développe des délégations, ça veut dire que je vais développer l'intérêt, l'engagement, la responsabilité, l'implication, peut-être la motivation des collaborateurs. Et on va d'ailleurs découvrir que la motivation est plus souvent une conséquence qu'une cause. Et du coup, autant de temps gagné par le manager qui a ainsi pu déléguer par le développement de l'autonomie, par le développement des compétences des collaborateurs, pour pouvoir, poser les problèmes, travailler sur des groupes de projets en matière de créativité, d'innovation, d'imagination, pour peut-être contribuer, c'est l'idée même d'un processus de progrès, d'amélioration continue, à simplifier l'organisation et à la décloisonner. Donc je pense que, au contraire, ça peut faire gagner du temps au manager, parce qu'il va faire ce qui est à faire par celui qui a à le faire. Alors, ok, le manager, c'est lui qui doit faire ce qui est à faire, mais comment ça se concrétise au quotidien, dans son quotidien, sur le terrain? Alors déjà, connaître son équipe, savoir sur quelles compétences il peut s'appuyer, faire un bon audit des compétences, des niveaux d'autonomie, de pouvoir un peu mesurer, si on parle de concret, ça fait partie des missions sur lesquelles je suis amené de temps en temps à intervenir, faire des représentations graphiques, heuristiques au sens de carte mentale, pour essayer de positionner dans un sociogramme, donc le graphique des équipes, qui est capable de quoi, etc. On peut aller loin, on peut aller même jusqu'à un repérage de talents, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ont des talents et ils les utilisent pas très bien au travail. Et d'ailleurs, après une forme d'usure professionnelle, c'est-à-dire en clair, d'avoir travaillé, de ne pas avoir eu le sentiment de contribuer véritablement à ce qui est au fond d'eux, et on va être dans les gens qui vont vouloir faire des bilans de compétences pour changer de métier. Moi, je dis qu'en amont du bilan de compétences, il y a le repérage de talent. Et c'est intéressant parce que ce qu'on observe, c'est que quand quelqu'un travaille sur son talent, eh bien, c'est quelqu'un qui va modifier 5 rapports. Le premier rapport, alors il n'y a pas d'ordre, mais le premier rapport, c'est le rapport au temps. Quand je fais quelque chose qui correspond à un talent dont je dispose, eh bien, en général, je vais plus vite. La deuxième chose, c'est le rapport à la contrainte. Le rapport à la contrainte, si j'ai le talent, je vais prendre une image simple, comparative, analogique, mais voilà, je dois monter une étagère, et quand je monte mon étagère sur le mur, donc en clair, je vais bricoler, je vais aller chercher mes outils et un peu de bois pour monter mon étagère, je m'aperçois que le mur est hors d'équerre et hors d'aplomb. Eh bien, si j'ai le talent, ça va devenir passionnant, c'est-à-dire que la contrainte devient motrice. Si je n'ai pas le talent du bricolage, eh bien, je vais peut-être ranger tous mes outils et laisser tomber en disant, de toute façon, j'y arriverai pas. Et je vais me décourager. Donc, le rapport au temps, le rapport à la contrainte, le rapport au plaisir et aux émotions. C'est-à-dire que faire quelque chose qui correspond à son talent, en général, les émotions sont au service de l'action. Je parle bien d'émotions positives. Alors que ce n'est pas le cas. Si je sais que je dois aller installer des étagères chez moi ce week-end, peut-être que la personne va déjà stresser dès à présent parce qu'elle n'a pas le talent, elle sait que ça va être compliqué, elle a pu anticiper qu'il va y avoir des problématiques, je reviens à mon mur hors d'équerre et hors d'aplomb, et donc elle va déjà peut-être commencer à paniquer alors que nous ne sommes pas encore en fin de semaine. Donc dans ces rapports-là, il y a forcément le rapport au résultat. Et le rapport à la compétence technique. Parce que sur le rapport à la compétence technique, quelqu'un qui a le talent, il va avoir beaucoup plus de facilité pour apprendre. Quelqu'un qui a le talent musical, eh bien, il va pouvoir avoir plus de facilité pour apprendre la musique. Et d'un autre côté, une fois que vous avez modifié le rapport aux compétences et à l'apprentissage,
une fois que j'ai modifié le rapport au temps, une fois que j'ai modifié le rapport à la pression ou au stress, le rapport aux émotions, autant vous dire que vous avez modifié le rapport au résultat. Le résultat reste une résultante, on a ce qu'on mérite. 13, c'est 10 plus 3. Si je veux changer 13, il faut changer 10 plus ou 3. C'est une question de processus. Et je pense que concrètement, eh bien, la première des choses à faire pour un manager, c'est de repérer les compétences, c'est de repérer les talents, c'est de refaire un graphique de tout ça pour voir les points d'appui, les points de force, les points de faiblesse, et puis de voir par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, tous les éléments de délégation qu'il peut mener sur son équipe pour faire ce qui est à faire, on y revient. Il y a une question de Nathalie par rapport à ce que tu évoquais, notamment des différents rapports à avoir avant de faire le bilan des compétences. Est-ce que, quel serait l'outil le plus probant pour mesurer l'autonomie de chacun? Ou est-ce qu'on parle d'outils ou d'accompagnement? Alors, bon, je vais reprendre outils et probants. Bon, apporter la preuve, on est dans le management. Alors déjà, attention, dans le management, on est bien dans un rééquilibrage entre des choses qui ne relèvent pas du management. Qu'est-ce qui ne relève pas du management? En fait, ce qui nous vient en héritage des décennies, pour ne pas dire des siècles passés. Je veux parler des révolutions industrielles, la première, la deuxième, pour nous amener jusqu'à la troisième. Nous avons eu une époque d'organisation du travail qui nous a créé des divisions en entreprise. Divisions hiérarchiques, divisions fonctionnelles, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas trop à maîtriser l'affaire, donc plus tard est arrivée la gestion. Alors d'abord la comptabilité, la mesure des flux, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la gestion quantitative, le contrôle de gestion, puis on a basculé après sur la finance. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'arrivait toujours pas à maîtriser nos organisations. Alors on est passé à une troisième ère. Et ainsi, ça nous a fait passer de l'organisation scientifique du travail à une organisation scientifique de l'administration du travail, c'est-à-dire des procédures et des processus où on vient nous parler d'habilitation, de certification, d'homologation, etc., comme pour en avoir aucun risque et être sûr de ce que l'on fait, comme essayer d'imaginer ou d'espérer qu'on puisse être dans un monde certain. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça, ça ne marche pas. Ça crée des lourdeurs d'organisation, ça crée de nos entreprises des usines à gaz dans lesquelles on a un mal fou à créer cette agilité dont on parlait tout à l'heure. Et donc, le management vient rééquilibrer cet ensemble organisation, gestion, administration sur des aspects rationnels. Le management, et donc on va venir sur des aspects, j'ai envie de dire, comportementaux et émotionnels. Alors, je vais parler d'outils, mais attention, les outils dans le management, c'est des outils très relationnels. C'est-à-dire ce qui va marcher avec l'un ne va pas marcher avec l'autre. Ce qui va marcher dans un environnement ne va pas marcher dans l'autre. Mais je continue à parler d'outils. Probant, eh bien, la probabilité de réussite, elle va arriver de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la capacité à mobiliser les 4 clés: expression, communication, relation, émotion. Alors sur quoi maintenant? La première des choses, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, pour valider l'autonomie d'un collaborateur, on va d'abord le questionner sur l'environnement et travailler avec lui sur comment il s'adapte à l'environnement. Donc les deux questions, c'est de demander à un collaborateur, alors on ne va pas lui demander en direct, ce n'est pas qu'un jeu de questions-réponses, mais c'est de travailler sur une évaluation de la conscience, de la connaissance, de la compréhension que les collaborateurs ont de l'environnement. Et la deuxième chose, c'est qu'ils puissent avoir une relecture de leur propre expérience pour voir en quoi ils collent à ça. Si j'ai froid et que j'ai un pull, ça va, je suis cohérent et je vais réussir à voir qu'il y a un rapport entre la cohérence et l'autonomie. Donc, pour repérer l'autonomie, l'idée, c'est de repérer les facteurs de cohérence et d'incohérence. Je voudrais juste faire un tout petit commentaire là-dessus sur la cohérence. Quand on dit que le cerveau est un filtre à sens, c'est-à-dire le cerveau recherche les cohérences entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on nous demande de faire, les moyens qu'on nous donne pour faire ce qui est à faire. Si c'est cohérent, j'adhère. Et la cohérence entraîne sur le plan social de la cohésion et l'adhérence entraîne sur le plan social de l'adhésion. Adhérence, adhésion, cohérence, cohésion.
Et quand vous avez l'adhésion et la cohésion, vous avez curieusement, et là aussi c'est magique, les deux piliers de quelque chose qui s'appelle la confiance. Et donc l'outil le plus probant, c'est d'essayer de faire, si je peux le dire comme ça, un diagnostic de confiance. En quoi le collaborateur a confiance dans l'entreprise pour l'appuyer et l'équiper de tout ce dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Et de l'autre côté, en quoi le collaborateur a confiance dans le manager pour que le manager lui-même lui fasse confiance. Est-ce que j'ai confiance dans le fait que le manager me fasse confiance? Si on a réglé ça, eh bien, on arrive à traiter de l'autonomie. Et à partir de ce moment-là, on va mettre en place, alors là, c'est là où je disais, ça fait partie des actions, on va mettre en place dans l'entreprise, dans un service, dans une organisation, dans une entité particulière de la structure, eh bien, les outils de mesure de la conscience de l'environnement, de la conscience des outils qui peuvent répondre à l'environnement, de la capacité de l'organisation à m'équiper, à m'outiller pour faire ce que j'ai à faire, et de la confiance réciproque dans les relations avec les managers. Moi, pour en revenir aussi, et merci pour ton retour là-dessus, c'est beaucoup plus clair. Pour en revenir sur le manager, au-delà de ça, on parlait de pédagogue. Enfin voilà, on se demandait comment ça se concrétisait, hein, le rôle du faire faire ce qui est à faire. Mais au-delà de ça, comment un manager il peut faire en sorte que son équipe puisse sortir quand même de leur zone de confort tout en préservant leur bien-être. Oui, alors tu parles de zone de confort, c'est bien vu. Le problème, c'est que, alors tout à l'heure, j'expliquais que le premier outil avec lequel nous venons tous au monde pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et avoir des tas d'idées pour les, surmonter, pour y répondre, pour les anticiper, c'est l'intelligence. Et cette intelligence, grosso modo, le cerveau, bon alors il y a plein de découpes aujourd'hui avec les neurosciences, ça va beaucoup plus loin, mais dans le cadre de ce webinaire, dans un temps court, et en n'ayant pas forcément la possibilité de l'interaction sociale et de la proximité avec l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, au risque d'être synthétique, je disais on a trois cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Le cerveau reptilien, il est beaucoup plus ancien chez nous, et le cerveau reptilien, il a besoin de nous rassurer, il a besoin de nous conforter, il a besoin de traiter de notre survie, de nos mécanismes de défense, et éventuellement, si on se sent agressé, d'attaquer. Et bien, c'est à l'intérieur de ce cerveau reptilien que nous allons avoir des tendances qui ne sont pas très, productrices d'innovation, qui sont la zone de confort. C'est-à-dire que j'essaye de créer une zone de confort autour de moi pour essayer de pouvoir me poser, me reposer, de pouvoir me tenir à quelque chose et d'avoir des repères pour m'accrocher dans un monde qui est parfois sans repères parce qu'il va dans tous les sens. La problématique, c'est que tant qu'on est dans cette zone de confort, on n'est pas dans une zone où on peut développer des compétences. En fait, il faut sortir de la zone de confort pour aller dans ce que certains chercheurs ont bien démontré, rentrer dans des zones de peur. Et oui, la peur est salutaire. Je vais revenir là-dessus. Parce que vous avez peur que l'enfant renverse la casserole qui contient de l'eau qui est en train de bouillir, parce que vous avez peur qu'il se brûle, vous allez faire attention à la manière dont vous allez disposer le manche sur la cuisinière. Parce que vous avez peur de vous faire écraser en traversant la route, vous allez regarder à gauche et à droite. C'est-à-dire qu'on a besoin de la peur pour créer de l'attention et faire en sorte d'être vigilant. Et donc, cette zone de peur va nous amener dans des zones d'apprentissage. Et ces zones d'apprentissage vont nous amener dans des zones de croissance, des zones de développement personnel. Et alors, la personne, je rappelle qu'une personne qui vient au monde, c'est en étymologie, une personne est un potentiel. Eh bien, cette personne va devenir quelqu'un. Mais on ne peut pas devenir quelqu'un si on reste enfermé dans son cerveau reptilien qui est construit comme pour nous, comme pour nous enfermer dans une zone de confort. Alors oui, il faut sortir de la zone de confort. Alors, est-ce qu'il faut sortir de la zone de confort? Moi, je dis toujours, non, il faut élargir sa zone de confort. Et pour élargir sa zone de confort,
Eh bien, si je comprends ta question, Élodie, c'est comment on peut donner envie, c'est ça, aux gens de sortir de leur zone de confort. Eh bien, en fait, c'est de faire prendre conscience, dans un premier temps, des routines, des usages, des habitudes de fonctionnement, sans se poser de questions, de tout ce que l'on fait sans vraiment s'interroger, et qui nous mettent dans une certaine vision du monde où il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues. Et donc, on revient à cette histoire d'analyse de l'environnement. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans l'environnement? Et si vous n'avez pas vu des choses dans l'environnement, c'est que vous n'avez pas bien travaillé quelque chose qui s'appelle la curiosité, qui génère l'étonnement, qui entraîne l'ouverture des sens et qui génère le questionnement. Donc, ce qui est important pour qu'un cerveau fonctionne bien, c'est qu'on puisse se questionner. Le cerveau, c'est une machine à questions. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'un problème bien posé est à moitié résolu? Donc, faire prendre conscience de ses routines, ses usages et ses habitudes et se rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'on n'a jamais découvertes à cause de ça. Deuxièmement, c'est d'identifier ce que l'on aurait envie de découvrir et qu'on n'a jamais vu. Peut-être que vous n'avez jamais été, je ne sais pas moi, je prends des choses bêtes, mais vous avez toujours été en vacances en voiture, ben cette année vous irez en vacances à vélo. Vous avez toujours été en vacances à l'étranger, ben cette année vous irez en vacances dans le village d'à côté, parce qu'il y a des trucs merveilleux dans le voilà. On va s'obliger à découvrir des choses en sortant de ces habitudes. Et en fait, c'est de sélectionner quelques domaines dans lesquels on va essayer des choses différentes, essayer autrement. Derrière ça, je veux dire, on peut continuer. Derrière, c'est de travailler sur les peurs. C'est pourquoi une peur me fait peur et qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins peur? Eh bien, on va rentrer dans une démarche d'anticipation. Et si j'anticipe, si j'ai prévu quelque chose, eh bien, en fait, on a peur de quelque chose qu'on ne sait pas et comme on ne sait pas, on n'a pas prévu et on a peur du fait qu'on n'a pas prévu. Donc bah, on va nommer ces peurs, on va mettre des mots sur les peurs et on va mettre en place des moyens pour vaincre ces peurs. Mais l'idée, je dis toujours, il faut élargir sa zone de confort pour pouvoir trouver sa zone de développement personnel, dans lesquelles d'ailleurs on va retrouver des talents, on va retrouver d'autres personnes, on va retrouver d'autres lieux, au sens propre, on va trouver d'autres horizons. Et en fait, on va faire, parce qu'on s'aperçoit que la routine et les habitudes, c'est un vrai virus au cerveau, cette histoire-là. Honnêtement, encore une fois, on peut faire toutes les comparaisons. Hein. Quand dans un couple, on est tombé dans le piège de la routine et des habitudes, honnêtement, il n'y a que la date de la séparation qu'on ne connaît pas. Hein. Mais vous êtes certain qu'il y aura un clash à un moment donné. Nous sommes condamnés à nous surprendre tous les jours et à surprendre les autres. Parce que la surprise, la curiosité, l'étonnement, c'est l'ouverture des sens. Et donc, pour sortir de la zone de confort, il faut montrer l'intérêt, le plaisir, la découverte, comment on arrive à appréhender un certain nombre de choses nouvelles au-delà des peurs. C'est intéressant de voir, je terminerai là-dessus, que le verbe appréhender, il veut dire à la fois se réapproprier et avoir peur. En fait, j'ai peur de ce que je ne me réapproprie pas. Donc, il faut vaincre ces peurs. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je vais reciter ce que tu viens de dire. Se surprendre et surprendre les autres. Donc, de ce que j'entends, c'est aussi, enfin, voilà, individuellement. Puis après, ça colle à ce que je posais comme question, plutôt le rôle du manager, hein, de faire en sorte que les équipes, elles puissent sortir, voilà, de leur zone de confort, mais tout en préservant leur bien-être. Alors, peut-être plus concrètement, parce que là, en effet, il y a des illustrations dans nos vies peut-être individuelles, mais surprendre les autres, comment concrètement ça se met en place dans le quotidien d'un manager? Alors, Est-ce que tu as des exemples oui. peut-être précis On va essayer d'en trouver. C'est toujours délicat, mais je vais essayer de le faire, hein, de prendre des exemples d'entreprise parce que quand on n'a pas le contexte, le métier, les équipes, le lieu, la zone géographique, les usages, etc., eh bien, c'est pas simple. Ceci étant, je crois que le manager est un gratteur de tête. Le manager est un dérangeur. C'est quelqu'un qui doit combattre les usages, les routines et les habitudes. Parce que, et comment il va le faire? Je pense que le monde n'est pas parfait, ça se saurait. L'environnement n'est pas parfait, les organisations ne sont pas parfaites parce qu'elles sont basées sur des principes de division. La gestion et l'administration, la gestion n'est pas parfaite parce qu'elle prend toujours, elle cherche à prendre comme mesure les éléments chiffrés.
mais on ne va pas chiffrer le plaisir, on ne va pas chiffrer la curiosité. Il y a des tas de choses que la gestion ne mesure pas, et il y a quelque chose que la gestion ne sait pas bien faire, c'est mesurer les chiffres de l'avenir. Donc, en fait, la gestion, on regarde dans un rétroviseur. Et comme ça ne marche pas bien, on a inventé quelque chose qui n'est pas très fun et sexy, les process et les procédures, qui sont des systèmes de réponse pour éviter que les gens se posent des questions. Mais durablement, des gens qui ne se posent pas de questions, c'est des gens qui deviennent dangereux. Donc le manager va essayer de partir de l'ensemble des dysfonctionnements issus des interactions environnement, organisation, gestion, administration, comme devant devenir autant de sources de progrès, d'amélioration continue. Et de mobiliser les équipes dans des processus de progrès, d'analyse de situation, d'analyse de problèmes, pour voir comment tous ensemble, on peut essayer. Donc la surprise, c'est d'essayer de dire, et si on changeait ça, et si on changeait ça, et si on changeait ça, et si on essayait ça. Parce que n'oublions pas que le cerveau apprend par erreur. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des terrains de simulation et des terrains d'expérimentation dans un service pour des pratiques, on va essayer de fonctionner autrement que de manière convenue, convenante, convenable, parce qu'on a toujours fait comme ça. Eh bien là, on va essayer de fonctionner autrement. Donc, à partir d'un processus d'amélioration continue, à partir d'expérimentation, et à partir toujours d'idée de dire aux équipes que c'est finalement pour fonctionner plus simplement, c'est-à-dire de remettre leur intérêt propre au cœur de l'action. Parce qu'honnêtement, tous les collaborateurs, dans toutes les entreprises où je vais, de quoi se plaignent-ils? De ne pas avoir de vision globale, de ne pas avoir une lecture fluide de la chaîne d'information, de ne pas avoir réponse à leurs questions, de ne pas savoir vraiment qui fait quoi. Honnêtement, la semaine dernière, on parle d'exemples précis, j'étais dans une plateforme industrielle qui est en train de, qui décode tous les tests qui sont, les nombreux tests qui sont en train d'être faits dans le contexte du Covid. Donc vous avez des immenses plateformes industrielles, genre des plateaux techniques comme d'une dimension comme Amazon. C'est de la production industrielle, c'est incroyable. C'est des échantillons qui arrivent chez eux, donc des analyses de sang, des analyses d'urine, des analyses de toutes sortes. On passe ça dans des machines industrielles, on sort les résultats biologiques à une vitesse incroyable, d'une qualité impressionnante, et les labos reçoivent les résultats par mail. Et j'étais avec un directeur médical, infectiologue, bac plus 32, enfin en fait pas bac plus 32, je crois qu'il avait bac plus 17, médecin, biologiste et infectiologue. Et alors qu'il m'expliquait les dysfonctionnements en matière de système d'information, parce qu'ils ont des problématiques d'agilité, eh bien, je lui disais, est-ce que vous pouvez, on peut sortir l'organigramme de l'entreprise, est-ce que vous pouvez m'expliquer grosso modo les grands flux d'informations et me donner un peu les personnages clés en matière de sociogramme. Il m'a dit, je vais bien avoir un problème parce que l'organigramme, ça fait 4 fois qu'on change, je ne sais plus qui fait quoi dans l'entreprise. Bon, ben c'est tout. Quand on n'a plus la vision globale, quand on ne sait pas décrire la chaîne d'information, je ne suis pas en train de parler de compétences de la personne, je suis en train de dire que la personne n'est pas équipée pour que son cerveau, qui pourtant est un cerveau extrêmement brillant sur des études et des qualifications que jamais personnellement j'aurais pu obtenir, eh bien je m'aperçois que sur le plan pédagogique, je me demande comment elle peut expliquer à ses collaborateurs et à ses collaboratrices ce qu'il faut faire et comment il faut le faire quand déjà c'est pas clair dans sa tête. Donc une vision commune et de faire en sorte que cette vision commune, comme eh bien en cohérence, elle soit partagée. Je pense que c'est important que comment dire, dans l'acte de dérangement du manager, on puisse dire, tiens, on a un problème, ne recherchons pas le coupable, parce que le désordre fait partie de la vie. La vie est basée sur le désordre, le désordre et le désordre moléculaire. L'ordre moléculaire, c'est la définition de la mort. Donc, j'ai un problème, chic, j'ai un problème, ça devient autant de sources d'amélioration. Je vais donner un exemple. J'avais travaillé à l'époque sur un projet dans une usine Toyota en France, où en fait, grosso modo, chaque collaborateur qui était en fait, chaque collaborateur qui avait fait une erreur sur le poste de travail, nous l'invitions à venir déclarer, alors acceptez que je sois commun dans les mots, acceptons qu'il vienne déclarer l'erreur au bureau des erreurs. Bon, en clair, c'était un service dédié dans une organisation dédiée au sein des méthodes. Et l'idée, c'est que
convaincre que l'erreur est la source de progrès, de lui donner envie de venir dire qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une bourde, qu'il a fait une connerie dans le processus industriel. Vous allez me dire comment on fait. Ben, ce n'est pas compliqué. Celui qui vient le faire, dans les 8 jours, il a une prime. Une prime, je parle bien d'espèces sonnantes et trébuchantes, qui va être versée sur son salaire dans les 8 jours. L'histoire des 8 jours est symbolique. Et les primes étaient, en fonction d'une échelle d'erreur, pouvaient aller honnêtement jusqu'à 3 000 euros. Donc vous imaginez, sur un salaire de base d'employé, d'ouvrier dans l'usine, pourquoi? Parce qu'en ayant été, comment dire, à la source de l'erreur, il va devenir chef du projet de l'erreur, chef du projet d'amélioration de l'erreur. C'est-à-dire qu'il va coopter, il va avoir une mise à disposition de son temps, par exemple, de 30%. Alors, son manager, ça va lui être imposé, parce qu'il n'avait qu'à se débrouiller pour qu'il fasse bien son boulot. Et donc, le manager, il a un collaborateur avec 30% en moins du temps. Il va y avoir une cooptation, c'est-à-dire le chef de projet va devoir collecter un petit groupe de travail, 3-4 personnes, ils ne sont pas plus de 5. Ils ont une échéance, 2 mois, pour venir faire une analyse du problème, donc une analyse de la situation. Ça veut dire que l'entreprise les a formés à l'analyse de problèmes, à la méthodologie de résolution de problèmes, compliqués et complexes, à la capacité à formaliser les études et à produire des résultats, à être capable de faire un petit rapport écrit et de faire un diaporama sur PowerPoint, d'être capable d'aller présenter ce diaporama dans le Conseil des sages. Le Conseil des sages, dans l'occurrence, c'était le directeur usine, quelqu'un des méthodes, quelqu'un des RH, et puis et le responsable hiérarchique de la personne. Donc, ça veut dire que l'employé qui a fait une connerie, il va aller poser l'analyse de sa situation et les solutions qu'il propose devant un groupe de 4 personnes dans une échéance de 2 mois. Il est engagé. Ça veut dire qu'on va développer son engagement, sa responsabilité, son implication. Autant vous dire rapidement qu'on ne va pas culpabiliser les gens, mais on va les amener vraiment à chercher à améliorer. Et quand vous avez des propositions de cette nature, je peux vous assurer que l'ensemble des collaborateurs, ce qu'ils recherchent, c'est toujours la même chose. Une organisation plus simple et plus fluide. Et c'est parce qu'on a une organisation plus simple et plus fluide qu'on va réussir à développer l'agilité de l'entreprise. Parce qu'une entreprise n'est pas agile. Une entreprise n'est pas intelligente. C'est les gens qui sont intelligents. Et c'est parce qu'on va favoriser une organisation qui va favoriser l'intelligence des gens qu'elle va devenir apprenante. Et c'est parce qu'on va avoir cette intelligence mobilisée que l'entreprise devient agile. Donc voilà, je ne sais pas, Élodie, si c'est quelques exemples concrets, mais… Si, ça permet de voir un peu les accompagnements. Après, comme tu disais, ça dépend. Chaque entreprise est différente, avec chacune a son environnement aussi, le secteur, les problématiques, mais si c'est plus clair de voir comment ça peut se passer sur le terrain. Et moi, j'ai une autre question pour toi de la part de Teddy. Par rapport à la place et le rôle, tu parlais de manager, alors lui évoquait le rôle parfois qu'on dit leader, ceux qui parviennent à diriger sans forcément de positionnement ou légitimité hiérarchique. Est-ce que eux, ils ont l'opportunité de se voir déléguer la montée en compétence de leur équipe? Oui. Oui. Alors, oui, la réponse est oui. Par contre, ils ont une qualité. En fait, on s'aperçoit que la hiérarchie, quand même, le positionnement hiérarchique aide un manager en poste, qu'il soit opérationnel, stratégique ou tactique. Je veux dire, il a le titre, il a la fonction, il a le positionnement, son rôle, sa mission. Pour peu qu'on ait travaillé la communication globale, où on sait bien qui fait quoi, est lisible et visible. Et comme elle est lisible et visible, elle peut aider à la cohérence. À partir du moment où on a comme ça, je vais dire un autre mot, un électron libre, quelqu'un dans l'organisation qu'on ne sait pas bien rattacher, la seule manière qu'il a, c'est d'être, comment dire, un volant, il est libre. Donc c'est un volant qui va venir m'aider quand j'ai besoin. Alors, ou bien, ça veut dire qu'il a un tact relationnel pour venir me solliciter alors que je lui ai rien demandé, et il va me dire, il va me montrer qu'il peut être une aide, ou alors il a réussi à bien faire sa communication interne et il va faire en sorte que là où moi je travaille, je sais que cette personne peut venir être un volant qui va venir m'aider comme un consultant interne pour m'accompagner. Voilà, donc je suis sur un projet et je vais utiliser cette personne dans mon pilotage de projet ou dans ma gestion de projet
et une fois que le projet sera terminé, mon électron libre repartira ailleurs. Ça veut dire qu'il va aussi, lui, développer son côté pédagogique. Ce sera un peu plus dur parce qu'il faudra qu'il se fasse connaître. Il faudra qu'il se fasse, comment dire, repérer avec ses expertises pour bien comprendre comment il peut être une aide. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, les craintes fondamentales de tout un chacun dans les organisations du travail, c'est ce que j'ai bien compris, moi, en sociologie, dans la conquête des résultats économiques que toute entreprise veut atteindre, c'est que les gens ont peur de faire des erreurs. Je pense que nos décennies passées ont culpabilisé sur les erreurs. On va tellement loin qu'à l'école, l'enfant a peur d'avoir une mauvaise note. Donc en plus, on est même en train de reproduire cette crainte chez nos enfants. Et on a du mal avec l'idée erreur source de progrès. La deuxième chose, c'est que il faut vaincre nos peurs, d'essayer, d'expérimenter. On a des outils industriels. Moi, ce que je vois souvent, c'est quand je visite une usine, je suis avec un groupe projet, on travaille sur une analyse de situation problème. Moi, je ne fais qu'un accompagnement méthodologique. J'y connais rien en machine, je ne suis pas scientifique de formation, évidemment. Et je dis, on ne peut pas essayer ça, essayer ça. Il me dit, ah non, monsieur Drelon, on ne va pas essayer ça sur la machine. On ne sait pas comment la machine va réagir. Et vous comprenez, compte tenu du prix d'investissement que l'entreprise a mis dans la machine, on ne peut pas risquer de la faire tomber en panne. Donc, on n'essaye pas. Et je m'aperçois qu'on a des tas de peurs qui font qu'on n'ose pas essayer, on n'ose pas expérimenter. Tout à l'heure, avant d'être ici avec vous sur ce webinaire, j'étais face à un comité de direction où, comme d'habitude, il faut simplifier le fonctionnement de l'organisation pour développer de l'agilité. Et j'évoquais un problème sur la fluidité du transfert d'informations qui nécessiterait de faire des modifications sur le système informatique. Et grosso modo, l'entreprise me disait, mais écoutez, on a tellement eu de mal à avoir une informatique qui tourne, on ne va pas commencer à y toucher. On a donc bien peur d'essayer. Donc aujourd'hui, j'ai reformulé, si je comprends bien, vous ne voulez plus qu'on touche à l'informatique. Ah non, on ne touchera plus à l'informatique. Bon, à partir de ce moment-là, on va avoir un souci. C'est comment on peut essayer de vaincre les peurs. Et en fait, l'idée, c'est parce qu'on ne sait pas bien comment fonctionne la machine. On ne sait pas bien comment fonctionne notre informatique. On est même étonné qu'elle marche bien, donc on ne va plus y toucher. Et de la même manière, on ne sait pas bien comment fonctionnent les gens. Moi, je suis toujours très étonné de voir chez les managers combien de managers ont appris le fonctionnement de la personne. Combien de managers ont appris les interactions d'une personne que l'on met dans un groupe. Ça s'appelle la sociologie. Combien de personnes ont appris, combien de managers ont appris comment on apprend. Et je vais aller plus loin. Est-ce que les enseignants eux-mêmes à l'école ont appris l'apprentissage? Est-ce que les enseignants savent comment un enfant apprend? La deuxième, évidemment, les parents ne le savent pas toujours. Et est-ce que l'étudiant sait comment on apprend? Alors que quand on regarde aujourd'hui, avec toutes les connaissances que l'on connaît, fort de la troisième révolution sur l'apprentissage, eh bien, on s'aperçoit que dès l'instant qu'on développe une connaissance sur comment j'apprends à apprendre, comment j'apprends de mes erreurs, eh bien, curieusement, les gens ont moins peur. Et comme les gens ont moins peur, ils ont plus confiance en eux. Et comme ils ont plus confiance en eux, eh bien, ils développent des idées, créativité, innovation, imagination. On teste, on expérimente, on devient agile. Super. Super, merci Pierre. Peut-être juste, en tout cas, je fais un aparté. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à remonter, même en dehors du chat, à ouvrir vos micros. C'est aussi là l'intérêt que Pierre puisse répondre si vous avez des problématiques dans vos entreprises, dans votre service. Voilà, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Entre-temps, moi, j'ai aussi, par rapport aux exemples que tu nous as évoqués, hein, d'accompagnement, et ce qui serait pas intéressant pour qu'on se projette aussi, parce que c'est vrai, comme ce que tu as évoqué, c'est vraiment plus adapté en fonction de l'environnement, de l'entreprise, hein, c'est très, disons, personnalisé, hein. Peut-être d'évoquer les problématiques que tu traites. Alors, j'en ai mis quelques-unes là qui apparaissent et il y en a bien plus, mais c'est pour voir aussi
enfin la portée, hein, ce sur quoi tu travailles, que tu accompagnes autour. Alors là, je fais quand même un focus sur le management pédagogique. Oui. C'est quoi? Enfin là, je les ai listés, peut-être qu'il y en a d'autres. Bah déjà, si on parle de management pédagogique, c'est une formation à la pédagogie. Mm. C'est quand est-ce qu'on est pédagogue ou quand est-ce qu'on ne l'est pas. Si le manager est pédagogique, qu'est-ce qu'il doit surtout arrêter de faire? Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, faire à la place d'eux. Euh, c'est de travailler sur le comportement pédagogique du cadre. En quoi on est porteur d'un comportement pédagogique. Si le cadre est porteur de repères et de limites, forcément, à un moment donné, il faudra travailler sur ce qu'on appelle son autorité. Je rappelle que autorité, ça vient du grec, ça veut dire faire grandir. Donc on va travailler sur en quoi un manager arrive à faire autorité, à prendre autorité. Et je reprends la question de tout à l'heure, quand on a affaire à des personnes qui ne sont pas managers et qui sont un peu électrons libres dans l'entreprise, qui ne sont pas en lien direct, mais en lien transversaux, ils ont encore plus à travailler leur autorité de compétence. Voilà, ça c'est des sujets sur lesquels on va travailler. J'ai évoqué l'idée d'expliquer plutôt dans un domaine de sciences humaines la problématique de l'apprentissage par erreur, de la vertu de l'erreur, comment dire, et des processus d'analyse des erreurs, de résolution de problèmes compliqués et de problèmes complexes. Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille de manière récurrente, souvent. Très bien. J'ai juste une autre question ou peut-être que tu voulais continuer sur les autres problématiques que tu accompagnes. Je t'ai peut-être coupé, Pierre. Alors, il y a une problématique, souvent, c'est un point d'entrée que je n'aime pas traiter par la suite, c'est celle de la gestion de conflits. Parce qu'on s'aperçoit que quand l'entreprise n'a pas fait tout ça, la résultante, c'est des conflits. Alors, on me dit, Monsieur Drelon, est-ce que vous faites de la gestion de conflits? Est-ce que vous pourriez traiter un conflit? En fait, on ne traite pas un conflit. L'idée du conflit, c'est les êtres humains, enfin, j'allais dire c'est violent, ce que je vais dire, j'ai plutôt envie de dire c'est puissant. Bon, mais sans prétention. Hein. En fait, les êtres humains ne sont pas venus au monde pour se battre entre eux. Les êtres humains sont venus au monde pour collaborer. Les intelligences sont dans nos esprits pour s'emboîter comme des pièces de puzzle et générer de l'intelligence collective. Il n'est donc pas normal que des humains se battent. Il n'est pas normal que des humains soient en conflit d'idées ou de personnes. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a quelque chose dans le process qu'on n'a pas bien fait. C'est qu'on a raté une marche. Et donc, un travail qui est souvent déployé, c'est l'analyse des situations de conflit, pas pour les gérer en tant que conflit, mais pour tirer les leçons du conflit et corriger les choses pour que ça ne se reproduise plus. C'est-à-dire que, comme l'erreur, le conflit est révélateur d'un progrès à avoir dans ses modes de fonctionnement. Le conflit, c'est la phase expressive d'une incompréhension dans les points de vue entre les êtres. Très bien. Tu avais d'autres problématiques à évoquer que tu as pu accompagner? Non, Allô? là, je suis en train de réfléchir sur les problématiques du moment. C'est la solitude du manager qui est souvent en train de se dire j'ai un problème. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas forcément envie d'en parler autour de lui parce qu'il a peur de dire qu'il est en difficulté et de m'apercevoir. Et souvent, les entreprises disent on a des managers qui s'épuisent à vouloir réinventer l'eau chaude, chacun dans leur coin. Et donc, c'est de créer des communautés managériales. C'est-à-dire, quand un problème a été identifié, c'est de créer un dispositif dans l'entreprise pour faire en sorte que telle personne qui a tel problème, on revient un petit peu dans une idée comme chez Toyota tout à l'heure, c'est-à-dire qui était de dire est-ce que quelqu'un a déjà été confronté au problème? Est-ce que quelqu'un a déjà abordé le problème? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé des solutions? Comment on pourrait se réunir pour discuter du problème? Donc moi qui ai le problème, je fais appel à la communauté, on se réunit, mais on convient presque nous-mêmes de ce rendez-vous, 2, 3, 4 personnes, guère plus. On échange nos pratiques, ça me donne des idées pour expérimenter autre chose. Et dans un rendez-vous 2, je viens rendre compte de ce que j'ai expérimenté devant mes pairs. Et mes pairs vont me conseiller pour m'améliorer. Et lorsqu'on a réussi ça, eh bien,
dans la communauté managériale, on alimente la base de données pour savoir que notre petit groupe vient de réussir un petit challenge. On a réussi à régler un problème. Donc, travailler sur cette communauté managériale, c'est un sujet assez fréquent et récurrent à l'heure actuelle. Parce qu'on n'arrivera pas à créer de l'intelligence collective au sein d'un groupe ou d'une entité si les managers eux-mêmes ne bossent pas ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, c'est bien vrai. Très bien. Bah, je vois qu'il est. On a dépassé 2 minutes, mais on est dans le timing. Merci en tout cas, Pierre, pour ce que tu as pu apporter aujourd'hui. On espère que Et ça. Elodie, Oui. pardon, je me permets de te couper, Elodie. Je voyais une question de Teddy et ça fait sens par rapport à ce que Pierre a évoqué tout à l'heure. Teddy disait, voilà, est-ce qu'une formation initiale en sciences sociales est aujourd'hui un atout pour passer pour un manager à compétences techniques équivalentes? Et c'est exactement ce que met en avant Pierre, le fait de toute cette, quand il parle de pédagogie ou quand il parle de communication et autres, et de comment fonctionne le cerveau. Donc ça rejoint totalement Teddy, je suis totalement d'accord avec vous. Un manager, c'est pas inné d'être manager, ça s'apprend et ça nécessite de passer par comprendre comment l'être humain fonctionne. Et Pierre, il vous l'a dit dans sa présentation, il est économiste, mais il est aussi sociologue. Donc il a lui-même cette double casquette qui lui permet évidemment de pouvoir répondre et d'accompagner ces entreprises sur ces problématiques. Donc je réponds par l'affirmative. Je ne sais pas si Pierre, tu voulais compléter. Le management, tout à l'heure, je disais que le management vient rééquilibrer sur la balance ce qu'on aurait dans un trio organisation, gestion, administration. Donc, quand on parle de management, c'est un pléonasme de le dire, mais c'est forcément le management de l'humain. Et s'intéresser à l'humain, comprendre le fonctionnement de l'humain et comprendre que l'humain n'est pas que rationnel, il n'est pas que administratif, mais il est très intuitif, il fonctionne avec des sens. Il est très émotionnel. C'est important de comprendre ces modes de fonctionnement parce que ça permet de comprendre ses moteurs et ses freins. Donc oui, c'est une bonne idée. Merci Pierre. Je ne sais pas, Teddy, si vous vouliez allumer votre micro et pouvoir, parce que je vous vois en train d'écrire, donc si vous voulez prendre la parole, c'est aussi simple comme vous le souhaitez. Ouais, je suis là. Ouais, non, c'est une question que je me posais parce que moi, à titre personnel, moi, je suis en cours d'apprentissage et j'envisage donc de continuer. On est en train de discuter pour continuer. Et j'ai une formation du coup initiale en sciences sociales et en sciences politiques. Et on me disait que c'était un atout hyper intéressant sur la vision à long terme, que j'avais du coup un panel de compétences beaucoup plus intéressant qu'un ingénieur, par exemple, de formation plutôt de sciences dures, qui, euh, qui voit plutôt l'être humain, le collaborateur comme une ressource, alors que nous, on voit plus l'être humain comme ce qu'il est vraiment et qu'on peut se mettre en empathie avec lui, comprendre ce qui le motive, ce qui lui fait peur, un petit peu toute sa nature humaine et sociale. Et du coup, c'était un sujet sur lequel on a longuement parlé. Et du coup, je voulais avoir certification que c'était quelque chose qui pouvait jouer entre la sélection d'un manager, la formation initiale, plus sciences sociales ou d'un côté sciences dures, quoi. Alors moi, je valide que c'est forcément un atout. Alors il y a une compétence qu'il faudra bien développer, c'est le marketing de cette compétence-là. Parce que lorsque vous êtes confronté à des gens qui sont dans le dur, on parle d'ingénieurs, mais vous allez être confronté à des grands corps d'État, etc. On a beau dire ce qu'on veut, je veux dire, quelqu'un qui a fait X 1000 ponts, vous voyez, des formations comme celle-là, à un moment donné, il va vous dire oui, mais l'humain est irrationnel, l'humain est paradoxal, il faut faire attention à l'humain est instable. Et vous allez devoir développer la compétence que vous avez en sciences sociales pour convaincre des durs de durs qu'à un moment donné, sans l'humain, on n'arrivera à rien. Vous voyez, en fait, il faut que vous réussissiez à vendre votre boutique, quoi, à vendre votre conviction, à vendre cette valeur ajoutée que vous avez pour que l'ingénieur, puisque vous parliez d'ingénieur, il voit l'intérêt en vous pour collaborer, travailler avec vous. Ok, ouais, ça paraît pertinent. Ouais. Je pense que c'est
de toute façon, c'est deux sortes de profils qui vont bien ensemble. On a école de commerce, ingénieurs, qui sont plus dans la partie, je vais dire, gestion des ressources humaines, et tout ce qui est sciences sociales, sciences humaines, qui va être plus dans le côté accompagnement émotionnel, prise en compte de l'aspect plus social. Et je pense que c'est deux sortes de profils qui ont tout intérêt à collaborer entre eux pour tirer le meilleur des ressources humaines dans une organisation, quoi. Oui. Et n'oubliez jamais que l'intelligence est la capacité à établir des liens entre eux. Donc, quand vous dites collaborer entre eux, c'est à chaque fois qu'on aura une augmentation de la qualification de la collaboration qu'on augmentera l'intelligence collective. Et c'est là où l'intelligence collective n'est plus un concept, c'est vraiment comment les gens collaborent avec qui. Enfin, moi, j'aime bien aller dans les organisations et poser la question de qui collabore avec qui. Sur tel et tel projet, qui a travaillé avec qui. Et quand vous faites un sociogramme de ça, là c'est le sociologue qui reparle, eh bien, vous voyez en quoi il y a eu collaboration ou pas collaboration. Et il y a beaucoup d'intelligence collective qui, pour le coup, ne sont que des concepts. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que, par exemple, pour prendre mon cas qui est très concret, je suis entré en tant que chef de projet et je suis passé aujourd'hui chef d'équipe, et on m'a donné carte blanche pour recruter, les profils, que je jugeais, nécessaires pour mon équipe. Donc on serait une équipe de 4, et j'ai proposé des profils qui sont, très différents. Donc j'ai expliqué pourquoi j'avais besoin de ces gens-là. J'ai pris par exemple, donc on est dans une équipe de digitalisation du développement des compétences, et j'ai pris des personnes très différentes, avec une personne qui fait, de la conception, enfin de l'ingénierie pédagogique, donc plutôt classique, une chercheuse en histoire et en ethnologie, et une dernière personne qui fait, FLE, un FLE français langue étrangère. Et c'était des profils c'est des profils qui sont très, très différents, mais qui pourtant, sont passés, crème, au niveau de la direction, et ils ont tous été, recrutés parce qu'ils ont su comprendre pourquoi j'avais besoin de profils différents, qui répondent pas forcément à ce qu'on attend, de gens à ce poste-là, mais qui peuvent apporter quelque chose de par leur expérience, leur formation, leur point de vue. Et je pense que ça peut créer une osmose, et on a tous à apprendre chacun, plutôt que d'avoir des clones de moi-même dans mon équipe. Je préférais prendre des gens qui puissent m'apporter et que je puisse leur apporter en retour, quoi. Oser sortir des usages, des routines, des habitudes. Ouais, c'est ça, totalement. C'est une bonne idée, c'est bien. Mm. Et si c'est pas indiscret, Tristan, juste, c'était ce recrutement-là, c'est parce qu'il y avait un enjeu, une problématique en particulier, ou c'était un nouveau développement de service, euh, une Bah, création de service? moi je travaille, du coup à Renault dans la Manufacturing Academy. Et Mhm. donc là, moi quand je suis rentré, c'était, du coup en septembre 2020. Donc il y a eu, toute la période, on pensait être sorti du covid, et on s'est dit: «Bah, ça serait cool on s'est dit, mes supérieurs se sont dit: «Ça serait bien de digitaliser les formations», parce qu'on a vu que ça marchait bien ce qu'on a fait, et cetera. Les gens étaient enfin ça fait beaucoup d'économies, pour les formateurs, c'est du temps de gagner, et cetera. Les gens ont pas à se déplacer, il y a pas de salle à mettre en place, désinfecter et tout. Et du coup, moi, on m'a mis en poste de, digitaliser, tout ça. Donc, je travaille sur, toutes les formations présentielles, je les prends et j'en fais des e-learning, assez, classiques. Et ensuite, il y a des formateurs qui interviennent, un peu comme ce webinaire, pour aller un peu plus dans les détails, quoi. Et du D'accord. coup, hem Vu qu'il y a vu que c'est moi j'ai fait ça entre septembre et février du coup, et ils se sont dit: «Beh, il y a un super potentiel, et on aimerait, que agrandir l'équipe, prendre de 3 stagiaires, et que toi tu puisses les former parce que je suis le seul qui connaisse, le logiciel de création de e-learning, et du coup, que tu puisses les former et préparer, l'avenir», parce qu'on compte faire ça. Là, on a sur un seul périmètre, de l'APW. C'est un des périmètres, il y en a une dizaine, et l'idée, c'est, dans 2 à 3 ans, que toutes les formations présentielles soient digitalisées dans les 10 périmètres. Donc Mhm. du coup, ça fait énormément de travail, beaucoup de gens à former, et du coup, c'est un petit peu le balbutiement de tout ça, mais j'espère que du coup, ça va m'ouvrir les portes de l'entreprise, à long terme, quoi. C'est une belle, disons, c'est une belle collaboration.
Ouais, c'est qui une question de collabore timing. avec lui. Donc, c'est exactement ce que Pierre essaie d'évoquer aussi au travers du management pédagogique. Ouais, bah, C'est c'est très bien. exactement pour ça que je suis venu, à ce webinaire, hein. Je me suis dit: «Ça rentre bien dans les problématiques auxquelles je vais être confronté, déjà en tant qu'apprenti, mais surtout si je continue, l'année prochaine». Donc je me dis, je me prépare en lisant, en regardant des formations et en suivant des webinaires et je me dis, qu'avec ma formation initiale, ça va, j'ai le feeling, j'ai les bases, mais qu'on est toujours perfectible, donc c'est important Mm. d'écouter, les gens qui ont de l'expérience. Bon, en tout cas, on espère que le sujet et la réflexion et ce que porte Pierre vous a tous plu, que ça vous a permis aussi d'avoir peut-être une vision, peut-être de planter aussi une graine parfois, et d'avoir une vision un peu plus détaillée voilà, les essentiels du management, c'est au travers du concept que tu évoquais, Pierre, hein, le management pédagogique. Voilà. Merci, Elodie. Bah, merci à Merci. vous Merci bien. Merci, belle journée à tous et à très vite pour un également. prochain webinaire.